Oui, nous évoquions tout à l'heure la question des coûts, c'est-à-dire des dépenses, ce qu'il faut dépenser. On s'aperçoit que depuis quelques semaines, les gens sont particulièrement sensibilisés à cette question des dépenses de la transition énergétique. On va d'abord parler de l'électricité. De l'électricité, c'est-à-dire de la production d'électricité, de la distribution par le transport et les fils qui conduisent jusqu'à chez nous. Donc, le coût de l'électricité selon la façon dont l'électricité est produite. Bon, tout le monde sait qu'on produit l'électricité notamment à 75% à partir d'énergie nucléaire. Il y a aussi l'hydraulique et de plus en plus maintenant l'éolien et le photovoltaïque. Tout le monde sait que l'éolien et le photovoltaïque sont des productions que l'on ne contrôle pas, qui sont intermittentes, et alors que la consommation, elle est comme elle est. Elle peut bien sûr s'ajuster un peu, mais on ne va pas s'arrêter de vivre quand il n'y a pas de vent pendant une semaine. Bon, donc il faut dans ce cas-là d'autres installations qui compensent, soit du stockage, soit des installations à partir de gaz ou de charbon qui prendront la relève quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Bon, donc il y a de multiples possibilités de produire de l'électricité pour répondre à notre besoin. Les études sont abondantes pour savoir, pour nous proposer des mix, comme on dit, enfin des parcs de production différents. Et personnellement, j'étais un peu frustré, on va dire, un peu insatisfait de devoir me contenter des résultats de toutes ces études sans pouvoir connaître parfaitement ni les hypothèses, ni la façon dont on passe des hypothèses aux résultats. Les modèles utilisés par des associations, par RTE, le réseau de transport électrique, par EDF, ces modèles sont très compliqués. RTE a fait un effort en publiant, mettant sur le site en open source son modèle. J'ai essayé de voir, mais c'est vraiment très très lourd, et d'ailleurs mon ordinateur m'a dit n'essayez pas d'entrer dedans, vous allez risquer de m'abîmer. Donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai réalisé un modèle de simulation moi-même, et pour que le débat soit possible, pour que chacun puisse discuter, j'ai publié ce modèle qui simule la production, le stockage et la consommation d'électricité. Il se trouve qu'il est simplifié, mais il équilibre tout de même heure par heure la fourniture et la consommation, et il restitue très correctement les résultats des scénarios faits par des modèles beaucoup plus compliqués. Donc c'est un bon outil. Et j'ai pu, comme cela, représenter, simuler comme on dit, représenter des situations très diverses, ou bien sans nucléaire du tout, ou bien sans plus d'éoliennes et de photovoltaïques qu'aujourd'hui. Bon, on ne va pas arrêter évidemment ce qui est déjà implanté, mais on n'est pas obligé d'en faire d'autres si c'est trop cher. Voilà, donc toutes sortes de combinaisons entre les différents moyens de produire, de stocker, en produisant de l'hydrogène si on veut, et de consommation, même en déplaçant la consommation pour s'ajuster au rythme de la production quand on a beaucoup d'éolien et de photovoltaïque. Voilà, ce modèle est à la disposition de tout le monde. Donc chacun peut le regarder, vous tapez sur internet www.hprevot, comme Henri Prévost, mais seulement hprevot.fr, et vous pouvez vous amuser avec ce modèle. Que dit-il? Il y a quelques résultats. Eh bien, je vais droit au but. On peut comparer les 50% nucléaires, pas plus de 50% nucléaires dans notre production d'électricité, ce que dit la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. On peut comparer donc cette hypothèse, 50% nucléaire, à une autre hypothèse où on ne construit pas davantage d'éolien et de photovoltaïque qu'aujourd'hui. Et la différence de dépenses chaque année, c'est 7 milliards d'euros. Voilà, 7 milliards d'euros, en supposant que dans le cas où on fait des éoliens et du photovoltaïque, les coûts diminuent beaucoup. J'ai pris les mêmes hypothèses que RTE dans ces scénarios. Voilà, donc le 50% nucléaire, comparé à ce que l'on dépenserait
en prolongeant la vie des réacteurs qui peuvent fonctionner, et qui peuvent fonctionner 10 ans, qui peuvent fonctionner 20 ans, au-delà des 40 ans, la différence de dépenses est 7 milliards d'euros par an. Je dirais que c'est presque autant que les cadeaux que l'on a, enfin que les cadeaux, ne parlons pas de cadeaux, que l'augmentation des dépenses publiques qui a été décidée à la fin de décembre. Voilà. Donc la question qui vient après, c'est pourquoi 50%? Pourquoi 50% nucléaire? Si le nucléaire est tellement risqué que l'on ne supporte pas l'idée du risque, ce qui peut arriver, hein, bon, ce qui n'est pas rationnel, on ne peut pas raisonner dessus par définition. Dans ce cas-là, il faut faire comme les Allemands et supprimer carrément tout le nucléaire, il n'y a pas le choix. Si on pense que l'on maîtrise suffisamment bien le risque, et vous savez, tout le monde le sait, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui est incontestée. Donc, si le risque est suffisamment maîtrisé, alors tirons parti du nucléaire autant qu'il se peut. Et ces 7 milliards d'euros, imaginons ce que l'on peut en faire pour d'autres dépenses d'économie d'énergie fossile, ou bien encore pour éduquer notre jeunesse, ou encore pour la défense, qui en a bien besoin, ou d'autres, il y a de multiples usages possibles pour ces 7 milliards qui, encore une fois, ne servent à rien. Voilà. Voilà pourquoi j'avais fait ce modèle, et pourquoi, pour pouvoir affirmer que le nucléaire coûte cher. Et ce 7 milliards, j'ai eu l'occasion de l'affirmer, je l'ai publié dans différents articles, je l'ai affirmé aussi dans des réunions en face des organismes officiels. Or, il n'a pas été contesté. Voilà.